je vais vous rappeler, pour la République démocratique du Congo, nous avons 47% des réserves forestières du monde. Écoutez, soyons sérieux, 47% des réserves forestières du monde. Donc ça veut dire que le monde partage 53% des réserves forestières. Rien que le 47% se retrouve en Afrique, au bassin du Congo. Mais soyons sérieux, ce n'est pas à nous qu'on doit imposer ce genre d'accord. Nous ne voulons pas. Nous devons leur dire catégoriquement que nous n'en voulons pas. Je vais vous donner un autre exemple pour chuter Manuela. Oui. Regardez ce qu'on nous impose comme code minier, code forestier. On nous dit par exemple que vous ne devez pas, n'est-ce pas, faire la chasse intensive. Vous ne pouvez plus prendre tels animaux, parce que l'espèce est menacée. Très bien, nous sommes d'accord. Mais regardez ce que font ces gens quand ils ont mis tous ces animaux en parc. Ils font de l'exploitation illégale. Nous avons un documentaire, et je dois l'amener sur Afrique Média, en Afrique du Sud, où quelqu'un, un particulier, a acheté tout un grand domaine qui inclut un parc où il y a des animaux et qui, chaque année, il invite des grands puissants, c'est-à-dire des puissants de la terre, des grands de la terre, pour pouvoir faire la chasse. Et pour la participation, c'est dans les 5 000 $ et quelques montées au-dessus. Mais attends, pendant ce temps, les Africains meurent de faim. On vous dit, ne chassez pas. Mais attends, sont sérieux. Disons à nos chefs d'État, même un minimum de gigeotes suffit pour nous dire que ces gens-là ont tout intérêt à se repositionner sur le plan de la géostratégie au vu des catastrophes naturelles et des conditions défavorables qui sont liées à leur environnement. Parce que premièrement, ils ont détruit leur environnement et deuxièmement, ils veulent fermer les yeux de toute l'humanité, y compris de ceux de nos éminences institutionnelles, pour pouvoir demain compromettre les générations futures. Merci, Dr Béni-Christ. On rappelle donc qu'on va justement, après l'intervention des autres panélistes ici, comme on l'a vu tout à l'heure, le président de la Guinée équatoriale qui s'est exprimé également, on va également suivre un extrait. Mais en attendant, je vous passe la parole à vous maintenant, Dr Yam. Vous allez analyser cet extrait de Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud, lui qui a dit « La lutte contre le changement climatique ne doit être considérée ni comme une aide au développement, ni comme une assistance, mais comme une question juridique dans le cadre des discussions des Nations Unies. » Je crois qu'il plante le décor et je me réjouis de voir qu'il y a un chef d'État africain qui se démarque des autres. Et c'est ce que je vais faire de tous mes autres panélistes parce que j'ai entendu leur point de vue, je ne le partage pas tout à fait. Je pense que les questions débattues à COP21, oui, qui sont débattues, parce que ça fait 21 ans, oui, que la conférence des partis a lieu. Oui. Alors, les questions débattues devraient interpeller les Africains. Et nous avons intérêt à être là où le monde pose les questions fondamentales. Que nous soyons les auteurs de ces problèmes fondamentaux ou que nous n'en soyons pas les auteurs, nous devons y être. La politique de la chaise vide n'a jamais servi personne. Et nous devons également savoir une chose importante, c'est que si nous sommes d'accord tous ensemble que l'Europe est dévastée, l'Amérique est agressée, l'Asie aujourd'hui suit le même chemin, eh bien nous devons nous demander quels sont les nouveaux paradigmes à mettre en place. Ou y a-t-il un paradigme spécifiquement endogène à l'Afrique que nous devons suivre? Ce paradigme scientifique, ce paradigme technologique, ce paradigme industriel et économique va donc être la boussole qui va nous guider. Nous focalisons parfois un peu trop sur nos chefs d'État, mais un État n'est pas fait que de chefs d'État. Un État est fait de beaucoup de personnes. Je connais au Cameroun un jeune architecte qui est un très bon ami à moi, qui a mis au point un matériau composite qui n'utilise pas du ciment, mais qui est un mélange de terre et de résine qui permet de ne plus fabriquer des ciments et vous pouvez construire des immeubles de 10 étages avec ce matériau-là sans poteaux qui soient du béton. Donc, ce que je veux dire, c'est que la société civile africaine est très avancée dans ce genre de problématiques. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Et ce genre de personnes, malheureusement, a du mal à accéder au financement que les gens utilisent ou détournent dans les États pour les replacer justement dans les États européens. Je connais également au Cameroun une jeune entreprise qui permettrait à toutes les administrations et à toutes les entreprises de dématérialiser complètement la fonction de la facturation. C'est-à-dire vous n'auriez plus de factures, vous n'auriez plus les chéquiers, vous n'auriez plus toutes ces choses-là qui, dans un pays comme le Cameroun,
vous avez en réalité toute la facturation des entreprises, les chéquiers des banques représentent l'équivalent d'environ entre 100 et 200 hectares de forêt chaque jour. Donc, vous avez un travail qui se fait au niveau de la société civile, au niveau des individus qui travaillent au quotidien, au niveau des jeunes entreprises et surtout au niveau de l'innovation portée par la jeunesse africaine, des solutions aux problèmes qui sont posés justement à COP21. Mais justement, pourquoi la question du financement cause un problème? La question du financement pose problème parce que spécifiquement dans les États d'Afrique francophone, il n'y a pas de monnaie. Ces gens n'ont pas de monnaie, donc auront du mal à financer leur économie. Dans les autres pays, la question du financement va se poser parce que malheureusement, les priorités définies par un certain nombre de chefs d'État ne sont pas les bonnes. Et il est temps que ces priorités-là ne soient plus les priorités dictées par l'environnement international, mais dictées par les besoins des peuples. D'autres également craignent que cette aide, comme on l'a appelé au développement, ou ce financement, plus tard, qu'on la considère après comme une dette. Je suis toujours très amusé de voir un chef d'État africain aller demander de l'aide, parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de faire des affaires avec l'international. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous donne quelque chose sans contre-blême, il faudrait que nous participions de cette façon-là. Donc, en réalité, tout compte fait, lorsque les Africains, et c'est peut-être ce qu'on peut leur reprocher, et c'est pour cette raison que je vous disais, j'aurais certainement une position un peu différente de celle de mes copanélistes, la grande responsabilité de l'Afrique dans les questions environnementales aujourd'hui est une responsabilité qui doit être endogène. Que voulons-nous faire de l'Afrique? Quels sont les problèmes de nos populations? Comment certains types de problèmes ont-ils été abordés historiquement par les Africains? Quelles sont les bases historiques et culturelles que nous pouvons utiliser pour aborder certains types de problèmes? Voilà comment l'Afrique doit réfléchir à ce genre de choses. Et le fait que l'Union africaine, malheureusement... Oui, docteur, oui, terminé. Le fait que l'Union africaine, malheureusement, n'ait pas élaboré une plateforme déjà, une plateforme environnementale, est un problème important. Mais je sais que dans des pays comme le Cameroun, des pays comme le Nigeria, le pays comme l'Afrique du Sud, parce que j'ai vu ça là-bas, eh bien, il y a des réflexions qui sont menées dans ce domaine-là. Il y a une vie d'organisation écologique qui est extrêmement vivace, qui est extrêmement importante, mais il y a surtout des entreprises qui essaient de trouver des solutions qui leur permettent en réalité d'anticiper sur d'éventuelles résolutions de COP21. D'accord, merci Dr Yam. Donc, je termine avec vous, Monsieur Simo, par rapport à ces extraits des chefs d'État. Vous allez analyser cet extrait du président du Cameroun, le président Paul Biya, lui qui a dit « Le Cameroun, faible émetteur de gaz à effet de serre, entend poursuivre sa contribution, mais les forêts d'Afrique centrale contribuent à la lutte contre le réchauffement. Nous devons sauver les forêts du bassin de Congo. Nous devons sauver le deuxième poumon de la planète. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire en gros? Est-ce que cela veut dire en réalité que nous, en tout cas le Cameroun, fait déjà sa part, vu que, comme l'a dit le président, les forêts contribuent déjà à la lutte contre le réchauffement climatique? Madame, c'est que quand j'entends de telles déclarations, ça prête à sourire parce que il faut savoir une chose, les déclarations des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. Parce que quand j'entends ce genre de langage et que je vois ce qui se passe, la déforestation au Cameroun, et comment ça se passe, je suis inquiet. Mettez-vous seulement en route. Voilà Yaoundé. Vous verrez les camions de billes de bois qui sont déversés dans le port de Douala. On parle de quoi? On parle de quoi? Je voudrais dire une chose. Hein, on ne peut pas... Je voudrais dire c'est la partie qui a voulu qu'on la mange crue. Les Africains ont bien voulu qu'on les maltraite partout où ils vont. Ils n'ont jamais eu de plan sérieux pour protéger leur population. Et c'est pour aujourd'hui qu'ils vont recommencer. Le docteur Yam a dit quelque chose qui m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que quand il parle d'un programme des Africains, il parle d'une Afrique qui est libre. Mais je suis étonné. Peut-être certains pays africains sont libres. Mais la plupart sont des sous-préfectures de la France, des territoires d'outre-mer, des provinces d'outre-mer, des départements d'outre-mer. Aucun pays francophone n'est libre. Donc, ils ne peuvent pas définir une politique environnementale parce qu'ils sont tenus par l'Occident à travers ce qu'on appelle la monnaie. Quand vous travaillez à la fin du mois, et c'est quelqu'un qui gère votre salaire, vous pouvez acheter quoi? Vous pouvez acheter quoi? Il faut qu'on soit sérieux. Quand on parle de ce genre d'histoire, il faut rentrer dans l'histoire pour se poser des questions. Est-ce que nous, on est libre? Est-ce qu'on est souverain? C'est d'abord la question qu'il faut se poser. Vous allez définir quoi? Vous allez faire quoi? Proposer à qui?
qui vous écoutent. Vous allez vous mettre où? Ouais, des messieurs qui s'en vont se mettre à plat ventre devant des Occidentaux pour signer des papiers qu'ils n'ont même pas lus. Et on va prétendre demain que il faut faire des programmes pour présenter à qui? D'un. Je prends un exemple très simple. Hein. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Dites-vous bien, quelqu'un débarque chez vous, il vous met une arme à la tempe, il me dit, signez monsieur ce papier. Vous faites quoi? Vous discutez? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Promettez, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y, monsieur Simon, allez-y. Allez-y, monsieur. Je continue donc. Vous signez le papier. Allez-y, monsieur Simon, allez-y. Bon. Merci. Je dis donc,